Alors, merci beaucoup d'être tous présents, merci de cette invitation. Je suis très flatté d'avoir la musique pour venir parler comme ça de blockchain. On a tous droit à notre quart d'heure de gloire. Alors, ce ne sera pas le mien, ce sera celui de la blockchain éventuellement. Un quart d'heure, c'est bien parce que ça permet comme ça de présenter à ceux qui ne connaissent pas très bien ce qu'est cette technologie blockchain. Et puis pour ceux qui savent déjà ce que c'est, de ne pas trop s'ennuyer. Donc on va essayer de parcourir cela un petit peu rapidement et de donner d'avoir quelques repères. Alors, on va parcourir un petit peu les origines de cette technologie à travers qui vient de Bitcoin. On verra un petit peu quels sont les principes de ce qu'est une blockchain, de son mode de fonctionnement. Un exemple d'application, mais qui est un exemple parmi tant d'autres, un exemple relativement simple, un démonstrateur, voir ce que l'on peut faire avec. On s'intéressera très brièvement aux aspects juridiques et on regardera un petit peu les perspectives que peut offrir cette nouvelle technologie. Alors, la blockchain vient de Bitcoin. C'est historiquement comme ça qu'est arrivée cette technologie. Historiquement, quand on voulait faire du commerce autour d'une table, entre plusieurs acteurs, l'une des personnes était le banquier ou la banquière, tenait un livre de compte et tous les échanges étaient enregistrés dans ce livre de compte autour de ce banquier. Et les différents partenaires, les différents acteurs de ces échanges enregistraient leurs transactions auprès du banquier. On était sur un modèle typiquement, aussi bien pour la monnaie, pour les échanges que pour la propriété des biens échangés, sur un modèle de tiers de confiance. Alors c'est le banquier, c'est le notaire, c'est l'organisme de propriété intellectuelle, etc., etc. Ce qu'a apporté cette technologie blockchain, c'est quelque chose de fondamentalement différent, où les échanges se font pair à pair, se font entre acteurs directement, chacun possédant un exemplaire du livre de compte, un exemplaire infalsifiable, synchronisé, et infalsifiable. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, aussi bien au niveau de la monnaie, des échanges et de la propriété, on n'est plus sur un modèle de confiance, mais on passe sur un modèle de preuve. On ne dépend plus de la confiance de quelqu'un, puisqu'en fait, le livre de compte est accessible et public, et accessible auprès de tout le monde. On peut détecter toute falsification de ce livre de compte. Et donc, on passe du modèle de confiance à un modèle basé sur la preuve, avec la transparence en plus. Alors, ce fameux livre de compte synchronisé, tout se passe exactement comme si chacun des acteurs avait un exemplaire du livre de compte qui est protégé, qui est infalsifiable, qui est transparent, que tout un chacun peut le posséder. Et bien c'est ça, cette fameuse technologie blockchain, c'est l'art et la manière de maintenir ce fameux livre de compte entre les différents acteurs. Alors, quand on parle de livre de compte, dans le projet Bitcoin, c'est exactement un livre de compte. C'est-à-dire que tous les avoirs de tous les acteurs, donc d'Alice, de Bob, de Carole et de tous les autres, tous les avoirs sont enregistrés dans le livre de compte avec un système de verrou numérique où chacun des acteurs a possédé la clé qui va permettre d'utiliser ces lignes budgétaires, en quelque sorte, qui sont enregistrées au sein de ce fameux livre de compte. Alors, la question, c'est, c'est magique, c'est quelque chose en fait dont on aurait pu imaginer ça depuis tout le temps, effectivement. Il n'y a qu'à avoir un livre de compte que chacun peut consulter, qui est infalsifiable, etc. Trop facile. Comment ça marche ? Comment marche cette fameuse blockchain ? Alors, la première chose, on ne va pas rentrer trop dans les détails, on va essayer de parcourir ça de manière sobre et rapide, d'avoir un petit peu une compréhension un petit peu de la manière dont c'est organisé. Comme le nom l'indique, c'est une chaîne de blocs. Cette chaîne de blocs, chacun de ces blocs va contenir des transactions régulièrement, à intervalles réguliers. Alors, dans le cas de la blockchain Bitcoin, c'est en moyenne toutes les 10 minutes. On va fabriquer un nouveau bloc. Le nouveau bloc va intégrer toutes les transactions qui sont en cours, toutes les transactions qui ont été effectuées depuis 10 minutes. On va les mettre dans un bloc et ce bloc va être rajouté à la fameuse chaîne. Donc on agrandit comme ça cette structure de données, cette base de données, progressivement, bloc après bloc, et toutes les 10 minutes en moyenne, un nouveau morceau est ajouté. 10 minutes, c'est pour la blockchain Bitcoin. D'autres blockchains ont des temporisations différentes, ont des intervalles une granularité temporelle qui peut être plus courte, plus longue, etc. Alors, quel est l'intérêt de cette chaîne de blocs ? Une caractéristique fondamentale, c'est que chaque bloc protège le précédent. À travers une fonction cryptographique, en gros une empreinte qui se trouve être un SHA 256 dans le cas de beaucoup de blockchains, dans le cas en particulier de celle de Bitcoin. Donc le bloc n+1 contient une empreinte du bloc n, et ce qui fait que si jamais on veut modifier le bloc n, il faut modifier le bloc n+1 et puis évidemment le bloc n+2 et tous les blocs qui suivent.
Si on prend un parallèle avec un vrai livre de compte ou avec quelque chose de plus facilement compréhensible, c'est comme si on avait un livre dans lequel chaque page contient un résumé de la page précédente. Si on veut modifier une page, ça nécessitera de reprendre toutes les pages qui suivent. D'accord ? Précisément, dans les livres de compte, c'est comme ça qu'on fait. On reporte le total, enfin le bilan de la page précédente sur la page suivante, et les pages sont numérotées, de manière à ce qu'on puisse détecter toute falsification, toute modification, toute erreur. Donc ça, c'est la première chose fondamentale, c'est ce principe de bloc qui permet de protéger, on va dire, l'information antécédente. La deuxième chose fondamentale, c'est cette notion de preuve par le travail. Alors là, c'est un tout petit peu plus technique. Si on prend un bloc, le bloc va contenir un ensemble de transactions et ce bloc va être forgé de manière à répondre à un critère extrêmement difficile à obtenir. Alors le critère, en fait, il est très simple. Le critère lui-même est très simple, c'est d'obtenir un hash, d'obtenir une empreinte qui répond à une certaine valeur, être inférieure à une certaine difficulté. Et pour cela, on va fabriquer donc le bloc dans lequel on met toutes les transactions et on va rajouter une tare, et cette tare, enfin une nonce, une valeur que l'on va faire itérer jusqu'à ce qu'on obtienne le bloc magique, le bloc qui répond à ce fameux critère. Simplement, ce n'est pas déterministe, on ne sait pas comment faire de manière directe et il n'y a qu'une seule manière de faire, c'est d'essayer des combinaisons, des combinaisons, des combinaisons. Et d'essayer des millions, des milliards de combinaisons jusqu'à obtenir la bonne valeur. Alors, ça prend un certain temps. Et justement, ce fameux temps, c'est ces fameuses 10 minutes de traitement en moyenne. Et cette fameuse difficulté va être adaptée de manière à ce que fabriquer un bloc reste tout le temps difficile. Reste tout le temps difficile compte tenu des moyens dont on dispose à un instant donné pour faire des calculs. Donc il y a 10 ans... Il y a 5 ans, les moyens qui étaient nécessaires se tenaient sur un PC de table ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ce sont des ASIC. Et compte tenu du fait que la puissance de calcul, l'efficience des moyens de calcul aujourd'hui est bien plus importante, un grand nombre d'ordres de grandeur plus efficientes, on a donc adapté la difficulté. Cette fameuse difficulté est recalculée en permanence de manière à ce que ce soit toujours difficile de fabriquer un bloc et donc d'agrandir cette fameuse blockchain. Alors, une fois qu'on a intégré, une fois qu'on prend en compte ces deux aspects fondamentaux, donc le chaînage d'un côté et puis le minage, la réalisation de ces blocs qui est extrêmement difficile, on va comprendre pourquoi cette blockchain est protégée. La blockchain, c'est un ensemble de blocs, c'est maintenu de manière communautaire, donc chacun peut miner des blocs, chacun peut proposer un nouveau bloc, il suffit de récupérer toutes les transactions qui sont disponibles, qui ont été faites à un moment donné. C'est diffusé sur un réseau de peer-to-peer, c'est totalement transparent, chacun peut les récupérer, chacun peut forger un bloc. Et si chacun peut forger un bloc, il peut arriver qu'il y ait plusieurs blocs sémantiquement corrects qui arrivent à peu près en même temps. Ce qu'on appelle une divergence. La blockchain a deux possibilités. La règle d'or, c'est que l'on va suivre la chaîne la plus importante. Donc là, par exemple, on a deux blocs, ça peut être celle d'en haut, ça peut être celle d'en bas, on ne sait pas. Et ce qui peut se passer, évidemment, c'est qu'un mineur malhonnête peut forger un bloc malhonnête, en omettant des choses, en modifiant des choses, en orientant des choses, en faisant un faux, qu'importe. On peut voir arriver comme ça plusieurs solutions possibles, et éventuellement des solutions falsifiées, ou des lectures de l'histoire, ou n'importe. La règle étant de suivre la chaîne la plus longue, et compte tenu du fait que ces blocs sont extrêmement difficiles à forger, demandent énormément de ressources, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où on a une majorité de mineurs honnêtes, la chaîne la plus longue sera la chaîne honnête. Les gens malhonnêtes, les mineurs malhonnêtes arriveront à forger des blocs, mais comme ils sont moins nombreux, tant qu'ils seront moins nombreux, ils n'arriveront pas à forger une chaîne qui soit suffisamment longue. Et la chaîne des gens honnêtes, si les gens honnêtes sont majoritaires, sera immanquablement plus longue et s'imposera donc de facto, compte tenu du fait que la règle est de suivre la chaîne la plus longue. Voilà pourquoi cette mécanique d'enchevêtrement des blocs permet de protéger la chaîne, de protéger la blockchain. Et par ailleurs, cette preuve par le travail permet de faire en sorte que cette évolution soit protégée, on va dire, par la communauté, par la majorité. Et on peut quand même supposer que la majorité est honnête. Alors, ce modèle de blockchain, finalement, est quelque chose qui est magique. Finalement, on a quelque chose qui est indélébile, qui est infalsifiable et qui est horodaté.
Ça, c'est parfait. Et on s'appuie sur de la preuve, on ne s'appuie plus sur un tiers de confiance. Ce n'est pas tout à fait vrai. Si on réfléchit bien, on a quand même 2 tiers de confiance qui entrent en ligne de compte. Le premier, c'est la communauté. Il faut s'appuyer sur une communauté ouverte de préférence, hein, si on se réfère au modèle Bitcoin qui a fait ses preuves. Alors une communauté avec une majorité de gens honnêtes dedans. Ça, c'est quand même assez important. Et puis la deuxième chose, c'est le deuxième tiers de confiance, finalement, c'est la cryptographie. Alors, c'est une tarte à la crème, mais si jamais un certain nombre d'algorithmes cryptographiques aujourd'hui tombaient, on aurait quand même beaucoup de choses qui ne marcheraient plus, et on aurait quand même pas mal de problèmes. N'empêche que, c'est toujours à garder à l'esprit, c'est qu'on s'appuie, on repose, dans le modèle Bitcoin, sur 2 fonctions fondamentales, 2 algorithmes fondamentaux, qui est le SHA 256 et les courbes elliptiques. Voilà. On a quand même encore des tiers de confiance, on a besoin d'avoir confiance dans des choses. Simplement, on a confiance dans les mathématiques, et on a moins confiance, et on n'a plus besoin d'avoir confiance dans des organismes ou dans des fonctions humaines. Concernant les aspects juridiques, là, ça va être relativement simple. Il y a 2 dimensions. Il y a la dimension jurisprudence et le cadre légal. Sur la jurisprudence, on va s'appuyer, cette jurisprudence va s'établir progressivement et s'appuiera en gros autour de 2 questions fondamentales. Est-ce que l'entrée dans la blockchain a-t-elle pu être contrefaite, peut-elle être contrefaite? Et puis la blockchain peut-elle être falsifiée? Alors ça, c'est des questions auxquelles un expert en cryptographie répondra assez facilement. La blockchain, ça reposera sur la pertinence, la solidité des algorithmes qui sont utilisés, et sur le nombre d'instances de blockchain qui peuvent exister, qu'on pourra vérifier tout un chacun. Donc là, sur cette partie-là, les réponses seront assez simples. La jurisprudence devrait s'établir assez simplement. Sur le cadre légal, les choses évoluent, et les choses évoluent extrêmement rapidement. Il y a quelques jours, on n'est pas à quelques semaines, il y a quelques jours, il y a eu 2 propositions d'amendement, enfin une proposition de 2 amendements, pour être précis, autour de la loi Sapin 2. L'un portant sur le fait que la blockchain puisse être reconnue pour enregistrer des actes authentiques au sens du Code civil, et puis le deuxième, un peu plus technique, autour de la gestion des titres et des transferts de propriété. Certes, ces amendements ne passeront probablement pas, ou ne sont déjà probablement pas passés, certes, mais la tendance est prise, et immanquablement, d'ici quelques mois, d'ici 1 an ou 2, d'ici quelques années, la technologie blockchain rentrera dans le Code civil, comme est rentrée la signature électronique. C'est totalement inéluctable. En termes de perspective, le projet Bitcoin, il vit sa vie, hein, mais la technologie blockchain est certainement la chose qui va continuer de se développer à travers les crypto-monnaies. Donc il y a des centaines de crypto-monnaies aujourd'hui qui existent, qui sont communautaires, qui ont plein d'usages, qui vont vivre leur vie. Certaines perdureront, d'autres disparaîtront. Il y a le domaine de la preuve d'antériorité, dont DocProof, le démonstrateur qu'on a réalisé dans sa version 1 et dans la version 2 sur laquelle on a commencé à travailler, est une expression. Donc la preuve d'antériorité est un domaine dans lequel la technologie blockchain a parfaitement sa place. Et puis dans la gestion des actifs et des contrats, les smart contracts. Alors là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Le caillou que l'on voit en bas à gauche est un contrat qui a été réalisé il y a 3000 ans à peu près, 3500 ans même, il me semble. C'est un contrat. Alors à l'époque, c'était très simple. Vous preniez un gros caillou, vous graviez dessus le contrat. Donc c'est un titre de propriété, en fait. On a un titre de propriété en bonne et due forme qui définit les propriétaires, le lieu, etc. Et une fois que c'était fait, on allait déposer le caillou dans le temple sous la protection des dieux. L'idée, c'est exactement de faire la même chose. Ce ne sera plus dans le temple, ce sera dans une blockchain. Rédiger un contrat et d'enregistrer ce contrat à l'intérieur d'un espace protégé qui sera une blockchain. Un certain nombre de projets sont apparus, donc il y a les Colored Bitcoin avec une première implémentation comme CoinPrism qui est apparue. Il y a des blockchains dédiées à ce type d'usage. Alors par exemple, le projet un petit peu à la mode en ce moment, et qui est parmi les plus intéressants en la matière, qui a été ROM, qui est un projet à suivre et dont les premières versions sont sorties il y a 8 mois à peu près. Les premières versions publiques sont sorties à peu près il y a 8 mois, donc c'est des choses, peut-être 10 mois, quelque chose relativement récente. Et puis il y a évidemment des projets privés ou de blockchain souveraines qui apparaissent aujourd'hui, qui émergent aujourd'hui à travers des gros acteurs ou des consortiums, alors notamment dans le monde financier, où les besoins sont extrêmement importants. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui évoluent énormément. La partie gestion d'actifs et de contrats est certainement aujourd'hui la partie sur laquelle il y a une des parties sur lesquelles il y a le plus d'attente autour de ces technologies-là.